Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Les athlètes ivoiriens des Jeux Olympiques de Rio, notamment les médaillés Cheikh Salah Junior Cissé et Ruth Marie-Christelle Gbabi et leurs encadreurs seront décorés et récompensés ce lundi au cours d'une cérémonie au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La décision de décorer les médaillés ainsi que ceux qui ont eu une participation honorable et la mise à disposition d'une enveloppe de 380 millions de francs CFA a été prise au Conseil des ministres de mercredi dernier. Il y a un peu plus d'un mois que prenait fin la campagne nationale de vérification des instruments de mesure dans les marchés, les grandes surfaces et les stations-service. Cette campagne avait pour objectif de sensibiliser les commerçants qui utilisent ces instruments de mesure à se conformer aux normes établies. Après donc un mois, quel bilan l'on peut faire de cette campagne? Existe-t-il toujours des instruments de mesure défaillants sur les marchés? Eh bien, la réponse maintenant avec Herman Niamia. Petit marché de Cocody, marché Gouro d'Agamé. Dans ces deux marchés, comme dans tous les marchés d'ailleurs et les grandes surfaces, les instruments de mesure sont beaucoup utilisés dans le commerce. Ils servent à mesurer la quantité de certaines marchandises. Mais souvent, la quantité indiquée par certains de ces instruments de mesure ne reflète pas la réalité. Pourtant, poser cette question à un commerçant, il te dira que son unité de mesure n'est pas défaillante. Chez nous ici, quand il pèse 1 kg, c'est 1 kg. Quand tu pèses demi-kilo, c'est demi-kilo. Il n'y a jamais de client qui dit que les kilos, ça ne revient pas. Toujours on contrôle. Quand on vient le matin, on contrôle ça bien, avant de commencer. Les grandes victimes sont les clients. Ils n'ont aucun moyen pour s'assurer si oui ou non, la quantité qui leur est servie est exacte. Honnêtement, je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas. Après avoir acheté, réessayé, repesé, je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas. Si ça diminue ou pas, je sais pas. On croit sur parole. Pour favoriser la fiabilité et la transparence des transactions commerciales, le ministère du Commerce, à travers sa direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression, initie des campagnes régulières de vérification sur les marchés. Cette année, cette campagne a eu lieu du 25 avril au 25 juillet 2016. Cette opération s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national et elle nous a permis de contrôler au total 108 932 instruments de mesure. Nous avons constaté malheureusement des instruments détractés défaillants et quand ce cas de figure se présente, nous donnons la possibilité aux détenteurs d'instruments de mesure de pouvoir le réparer, de réajuster si c'est possible, dans le cas contraire, l'instrument est mis hors service. Cette campagne a permis de saisir des centaines d'instruments de mesure défaillants. Yapi Georges Kwasi indique qu'après cette phase de régulation, viendra celle de la répression durant laquelle les agents du ministère du Commerce vont investir les marchés. Selon l'article 46 de la loi, les détenteurs du matériel non conforme encourent jusqu'à 6 millions d'amendes, quand ceux qui utilisent des instruments frauduleux encourent jusqu'à 10 millions d'amendes, bien entendu, suivi du retrait des outils de mesure incriminés. Campagne d'identification des artisans de Côte d'Ivoire. C'est la vaste opération d'identification qui va concerner à partir du 15 septembre prochain environ 5 millions d'artisans qui exercent sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est une initiative de la Chambre nationale des métiers de l'État de Côte d'Ivoire pour sortir le secteur de l'artisanat de l'informel. Le lancement de cette opération a eu lieu le 30 août dernier à Abidjan devant la presse nationale. On retrouve Herman Niamia. Le 15 septembre prochain, ce sera réparti pour l'identification des artisans de Côte d'Ivoire. Pendant 4 mois, ce sont plus de 5 millions d'artisans que la CNC, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, va tenter de sortir de l'informel pour une professionnalisation du secteur de l'artisanat. Face à la presse au cours du lancement de cette opération, Bamba Kassoum, le président de la CNC, a dit les avantages liés à une telle opération. Il faut que nous donnons un statut légal à tous ces artisans et extirper les artisans non mal formés dans la société. L'opération se fera en 4 étapes. La collecte des informations, le paiement par transfert d'argent, l'immatriculation proprement dite et la distribution des cartes.
Quand vous avez une carte d'artisan en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire vos activités artisanales à Bamako, vous pouvez le faire à Niamey, vous pouvez le faire à Dakar, etc. sur l'espace UEMOA. 8 branches d'activités au nombre desquelles l'artisanat d'art et le textile dans 149 corps de métiers seront prises en compte par cette opération contre le paiement de 5 000 francs CFA par artisan. À terme, l'opération d'identification des artisans va permettre à l'État d'estimer le poids du secteur de l'artisanat dans l'économie ivoirienne. Organisée en association des commerçants de téléphone et divers de Côte d'Ivoire, la COTEDSI a eu récemment une rencontre avec leur ministre de tutelle, Ansoumana Moutaye. Objet de cette rencontre, professionnaliser le secteur qui apporterait aux caisses de l'État près de 10 milliards de francs CFA. Parga Sorokone pour les détails. Le marché est en plein boom, près de 20 millions d'abonnés dans la téléphonie mobile. Une aubaine pour de nombreux jeunes Ivoiriens en quête d'emploi. Transformés en vendeurs ou réparateurs de téléphones portables, ces jeunes travaillent à leur propre compte ou pour une tierce personne. Aujourd'hui, de plus en plus nombreux, ils ont décidé de parler d'une seule et même voix au sein de l'Association des commerçants de téléphones et divers de Côte d'Ivoire. La COTEDSI est allée parler professionnalisme de leur secteur. Le secteur informel ou encore l'économie noire fait échapper des recettes énormes à l'État de Côte d'Ivoire. Les intégrer dans un cadre plus formel et professionnel, c'est contribuer à la compétitivité de l'économie, s'est réjoui le ministre Ansoumana Moutaye. C'est une phase très importante de pouvoir créer des emplois. Et comme ceux qui sont dans ce secteur, des vendeurs de téléphones et des cabines téléphoniques, ça se compte par des milliers. Ouais, aussi demain, ceux-là basculent dans le formel, ne serait-ce qu'avec une petite contribution au budget de l'État. Cette contribution-là, motivée par le nombre qu'ils sont, je pense que ce sera quand même un paquet assez important. Et je crois que nous sommes prêts à travailler ensemble, à leur apporter la formation nécessaire dont ils ont besoin, les renforcements des capacités dont ils ont besoin, pour qu'ils puissent rentrer dans l'écosystème que nous allons mettre en place et qui va permettre de les accompagner afin de pouvoir obtenir des financements dont ils ont besoin pour accroître leurs activités. 20 milliards de francs CFA, c'est environ ce que le secteur de vente des téléphones mobiles apporterait aux caisses de l'État. Aider à faire évoluer ce corps de métier serait une autre réponse au chômage des jeunes. La conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique a pris fin hier, le vendredi dernier, donc à l'île Maurice. 2 premiers ministres, des ministres de 19 pays côtiers et insulaires de l'Afrique et des bailleurs de fonds et plusieurs investisseurs dans le secteur maritime ont pris part à ces assises organisées par la Banque mondiale et la République de Maurice. Le but, faire inscrire sur l'agenda de la COP 22 au Maroc la notion d'économie bleue vue comme une nouvelle opportunité pour les États africains de tirer de meilleures ressources de la mer et de lutter surtout contre le changement climatique. Victorine Yaoyobwe, notre envoyée spéciale sur place. La conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique a mobilisé à l'île Maurice 19 pays côtiers et insulaires de l'Afrique. Au bout de 2 jours de travaux, les représentants de ces États ont insisté sur les impacts du changement climatique déjà observés dans de nombreuses situations et régions. Les participants ont été convaincus qu'il est possible de développer les économies océaniques, notamment la biotechnologie marine, le tourisme durable, les énergies renouvelables, en plus de la pêche et du transport maritime. L'économie bleue est un nouveau concept, certes, pour les pays côtiers africains, mais c'est une opportunité que nous devons mettre en valeur. En quoi faisant? En allant vers l'exploitation de cette mine d'or. On l'appelle l'économie bleue, on peut l'appeler aussi l'or bleu. Les pays africains qui se sont retrouvés ici à l'île Maurice ont le devoir de réfléchir ensemble de comment nous devons mutualiser nos efforts pour mieux valoriser les potentialités de cet espace marin et mieux tirer les bénéfices. Pour la Banque mondiale, initiatrice de la conférence en collaboration avec l'île Maurice, c'est un succès. On a réussi à mettre le débat de l'océan au cœur du développement économique. Et nous sommes sortis avec un communiqué très puissant de 10 points dans lequel un des éléments importants, c'est demander à la communauté internationale, incluant la Banque mondiale,
la Banque africaine de développement, ainsi que la FAO, de préparer un paquet de projets d'investissement soutenables. Et aussi un appel à la COP22, qui est la COP de l'Afrique, qui va avoir lieu à Marrakech, de discuter de l'économie bleue et de la mettre sur la table des discussions des chefs d'État. Prochaine étape après Port-Louis à l'île Maurice, Lomé au Togo le mois prochain pour peaufiner cette vision de l'économie bleue afin de lui donner un contenu clair. Une Afrique qui parle d'une seule voix, il n'y a pas de raison que cette voix ne soit entendue à ce rendez-vous mondial. Les dirigeants des 20 pays les plus riches de la planète sont en ce moment à Hangzhou, en Chine, pour le sommet annuel du G20. Ce dimanche 4 septembre à Hangzhou, donc dans l'est de la Chine, marque l'ouverture de ce sommet. Les sujets au programme sont nombreux. Ce sont entre autres l'état préoccupant de l'économie mondiale, déstabilisé notamment par le ralentissement de la croissance chinoise, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, etc., etc. Un peu plus de détails avec Sidonie Davila. Ils sont nombreux les sujets sur lesquels vont plancher les pays les plus riches de la planète. Tant au plan économique que diplomatique, les dirigeants des 20 pays que constitue le G20 vont aborder la question d'innovation et de la relance des échanges mondiaux. Le climat avec la mise en œuvre de l'accord de Paris, de même que la transparence fiscale, après les révélations des Panama Papers, sont à l'ordre du jour. La lutte contre le financement du terrorisme, un point important pour tous ces dirigeants, est au centre des débats. Parlant de sécurité, la Chine, pays organisateur du G20, a d'ailleurs pris les grands moyens pour assurer la sécurité des chefs d'État en vue de garantir un sommet sans encombre. À Hangzhou, dans l'est de la Chine, où se tient la rencontre, le gouvernement communiste a invité les 9 millions d'habitants de la ville à partir en vacances en prévision du sommet. Il a également décrété la fermeture obligatoire des écoles, collèges et universités. Pour l'organisation d'un événement de cette envergure, comme le G20, la Chine est à son premier coup d'essai et le pays de Xi Jinping ne veut pas manquer l'occasion de briller sur la scène internationale et de redorer son blason vis-à-vis du monde et de ses rivaux politiques. Vendredi soir, le Premier ministre Daniel Onaondo avait invité les Gabonais à reprendre le travail dès ce lundi 5 septembre. Dimanche, l'opposition a au contraire appelé les Gabonais à rester chez eux. Si le directeur de campagne de Jean Ping admet que ce serait là un moyen de faire pression pour inciter le pouvoir à effectuer le recomptage bureau de vote par bureau de vote, qu'elle réclame pour la présence du Haut-Ogooué, René Ndemezo Obiang affirme qu'il s'agit avant tout de protéger les populations de l'insécurité actuelle. En RDC, l'opposition sous la conduite de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi appelle à une journée sans école ce lundi, date de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. De son côté, le gouvernement condamne cette initiative. Alors que le conflit au Soudan du Sud s'éternise et qu'une nouvelle flambée de violence en juillet dernier a fait plusieurs centaines de morts, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue à Djouba pour convaincre le président Salva Kiir d'accepter le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires autorisés le 12 août par l'ONU en plus des 13 000 soldats de la MINUS déjà sur place. Au terme d'un rendez-vous avec le chef de l'État, Djouba a annoncé à donner son consentement pour l'envoi de ces soldats, mais d'autres négociations seront nécessaires avant que ce déploiement soit effectif. Le Premier ministre turc Binali Yildirim a déclaré ce dimanche 4 septembre que la frontière turco-syrienne était désormais totalement sécurisée. Le groupe État islamique a perdu les dernières zones qu'il contrôlait. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, le groupe État islamique se trouve privé de la moindre position sur la frontière turco-syrienne. Voilà, fin de ce journal. Merci de toujours suivre RTI 1. La suite, c'est avec Mariam Touré. RTI 1, la chaîne qui rassemble.